Depuis l'apparition de Dragon Ball Super, Sangoku est qualifié de débile, voire même de gros débile. Malheureusement, il est très difficile de faire un constat contraire, et je suis plutôt de cet avis. Néanmoins, il y a une catégorie de personnes qui a pop sur les réseaux et qui dit que Sangoku, en plus d'être un débile, est un personnage sans aucun développement. Avant d'aller plus loin, je t'invite à me rejoindre sur Twitch, le lien est dans la description. Tout d'abord, il faut recontextualiser les choses. La sortie initiale de Dragon Ball est le 20 novembre 1984 dans la catégorie shonen, et avant lui, en tant que précurseur du Neketsu, nous avons l'œuvre La Nouvelle Île au Trésor de Osamu Tezuka, sortie en 1947. Mais en France, le Neketsu s'est démocratisé grâce aux animés diffusés par le Club Dorothée. Il faut savoir que le shonen Neketsu est soumis aux codes et caractéristiques suivantes. Le héros est un jeune garçon orphelin ou vivant séparé de ses parents. Il doit avoir un objectif, un but ou un rêve qu'il veut absolument réaliser. Il doit avoir des valeurs morales comme l'honnêteté, l'altruisme, faire preuve d'innocence, et il est également un peu naïf. Il doit être doté de capacités ou de pouvoirs hors normes, voire même de magie, et tout au long de l'histoire avoir des level up. Il va également s'entourer d'amis au fur et à mesure de son aventure, et le plus important, lorsqu'il est sur le point de perdre ou de mourir, il se relève plus fort que jamais grâce notamment à sa volonté, sa rage de vaincre ou son désir de protection, et parfois même les trois en même temps. Goku est créé à partir de ces codes mentionnés en amont, et en tant que presque premier héros de Shonen Neketsu, il est normal qu'il en puisse être autrement. Sangoku nous est présenté alors qu'il n'est qu'un petit garçon extrêmement fort et vivant seul dans la montagne en marge de la société depuis toujours, se nourrissant exclusivement de pêche et de chasse. Lors de sa première rencontre avec Bulma, nous comprenons alors que, mis à part son défunt grand-père, c'est le premier être humain qu'il voit. Son manque de connaissances sur la vie mondaine est souligné par le fait qu'il ne sait pas différencier un garçon d'une fille et qu'il n'a aucune idée de ce qu'est une voiture. Au vu de sa naïveté d'ascète et juvénile, Bulma n'a aucun mal à le convaincre de la suivre dans sa quête au Dragon Ball, prétextant que ce sera un bon moyen pour lui de devenir plus fort. Cela nous indique que la motivation première de Sangoku est clairement l'entraînement et l'amélioration de ses capacités physiques. Entre le premier chapitre et le chapitre 15, nous allons apprendre à connaître Sangoku. Il va devoir affronter quelques ennemis tels que Olong, Yamcha et quelques créatures géantes de l'univers de Dragon Ball. Il va également faire la rencontre de Maître Roshi et de Shishi, des personnages forts, drôles et loufoques à la fois. Les premiers chapitres vont mettre l'accent sur le comportement de Sangoku face au monde extérieur et aux autres êtres humains. On se rend vite compte qu'il reste le même et qu'il n'est pas affecté par sa nouvelle aventure qui va radicalement changer sa vie. Entre le chapitre 15 et le chapitre 55, on ne peut pas dire que Sangoku est un réel gros développement. Ceci dit, on entrevoit une belle évolution dans le sens où il passe d'un jeune garçon ermite à un jeune garçon qui doit s'adapter à la découverte d'un vaste monde. Il va petit à petit s'enrichir en leçons de vie, notamment grâce à Maître Roshi lors du tournoi des arts martiaux. Ce dernier va lui infliger dans la difficulté sa première défaite afin qu'il comprenne qu'aussi fort qu'il soit, il y aura toujours quelqu'un de plus fort que lui. En lui évitant de gagner le tournoi, il le pousse à continuer sa quête vers un entraînement optimal et à ne pas se reposer sur ses acquis. À partir du chapitre 56, Sangoku part seul dans la quête de Dragon Ball afin de retrouver la boule aux 4 étoiles que son grand-père lui avait laissée en souvenir. Il va alors devoir faire face à l'armée du ruban rouge, un ennemi particulièrement violent, destructeur et meurtrier. Il comprend donc qu'il faut combattre le mal car sinon on risque d'y laisser sa vie. Tout au long de son combat contre l'armée du ruban rouge, Sangoku ne devient pas spécialement plus intelligent ni plus malin que ça. Néanmoins, il commence à développer une certaine essence, celle de protéger les gens qu'il aime et qui l'entourent. Il ne se sent pas forcément investi de cette mission, mais il se rend compte que le monde peut être injuste, et il ne peut s'empêcher d'agir ou de réagir face au mal. N'oublions pas que ce n'est encore qu'un enfant à ce moment de l'histoire, et que développer ce genre de caractéristiques, c'est pas rien. Et le chapitre 107 nous le rappelle très bien car jusque-là, même si Sangoku n'est qu'un enfant, on l'oublie très vite car il mène clairement une vie d'adulte. Et dans ce chapitre, il retrouve son grand-père qu'il aimait tant, et c'est alors que des larmes de joie mais également de tristesse envahissent cet enfant guerrier qui semble invincible. Dans le chapitre 135, Sangoku trouve le corps inerte de son meilleur ami Krillin. Il entre alors dans une colère noire, n'écoutant plus que sa rage, un état dans lequel nous ne l'avons encore jamais vu. Il part défier celui qui est à l'origine de ce crime. Malheureusement, il va devoir affronter Piccolo Daimao et essuyer un nouvel échec. Lors de sa deuxième confrontation face à lui, nous avons un Sangoku qui a quelque peu mûri. Il sait que malgré sa force, il peut à tout moment perdre ses amis. Et il commence à comprendre que désormais, la terre entière peut être menacée et il va devoir tant bien que mal en être le protecteur. À cet instant, Sangoku est déjà le symbole de l'espoir, ne serait-ce qu'aux yeux de ses amis et aussi du lecteur ou du viewer. C'est au chapitre 194, après sa victoire contre Piccolo Junior, que l'évolution de Sangoku prend enfin sens et se matérialise à travers les paroles du Tout-Puissant, qui est, je le rappelle, l'actuel dieu de la Terre à ce moment de l'histoire. Alors que les intentions de Piccolo Junior sont les mêmes que son père, créer le chaos et le désordre afin de régner en tant que maître, Sangoku refuse qu'on lui ôte la vie. Nous avons un héros qui, peu importe les douleurs et les souffrances que lui infligent ses adversaires, ne s'abaissera jamais à leur niveau. Il croit en leur bonté et fait preuve de magnanime vis-à-vis
vis-à-vis d'eux. C'est alors que le Tout-Puissant demande à Sangoku de prendre sa place en tant que nouveau dieu de la Terre. D'après lui, il en a toutes les capacités et que personne à part lui n'en est digne. Évidemment, Sangoku va refuser et partir avec sa nouvelle épouse, Shishi, parce que oui, entre-temps, il s'est marié. Je pourrais facilement arrêter la vidéo ici car nous avons un héros de Shonen Neketsu qui commence en tant que petit garçon naïf, inculte, isolé du monde et qui finit sa quête en tant qu'homme accompli, marié, protecteur de la terre, symbole de la paix, et digne de s'asseoir sur le trône du dieu qui occupe son univers. Et si ça c'est pas du développement, qu'est-ce que c'est? Mais je vais quand même rajouter quelques détails. Dans la deuxième partie de Dragon Ball, Sangoku va prendre en maturité. Il devient clairement conscient de son rôle de protecteur, il devient père de famille et découvre qu'il n'est pas humain. Cette nouvelle aurait pu en déstabiliser plus d'un, mais pas lui. Il se fiche de ses origines. Ce qu'il veut, c'est vivre en paix avec ses amis et sa famille. Ceci dit, sur Namek, il va accepter le fait qu'il soit un Saiyan sans pour autant modifier son code de conduite. Plus tard, dans l'arc Cell, Sangoku va perdre la vie et demander à ne plus être ressuscité. Il comprend que sans lui, ses amis ainsi que la Terre ne seront plus en danger car il a l'impression qu'il attire tous les ennemis. En vérité, c'est une réflexion qui vient de Bulma, mais Sangoku y a beaucoup réfléchi et trouve que ça fait du sens. Cela montre encore une fois toute l'évolution de Sangoku, lui qui n'est parti de rien et qui a pu surmonter tous les obstacles qui se sont dressés devant lui, très souvent dans la douleur et parfois même dans la peur et la tristesse. Lui qui s'est bâti un environnement solide, encore une fois à partir de rien, à travers ses amis et sa famille, et qui a atteint son but, c'est-à-dire acquérir une puissance phénoménale, était prêt à tout sacrifier définitivement, sans aucun retour possible en arrière pour le bien des autres. Pour la génération 90, nous avons grandi avec Sangoku et il a grandi avec nous. Au-delà de l'aventure que nous avons pu vivre à ses côtés, c'est un personnage qui a réellement fait partie de nos vies. Combien de héros en 1990 peuvent s'asseoir à sa table? Et je ne vais même pas parler de l'influence qu'a eu Sangoku ces 30 dernières années dans le monde de la japanimation et du manga. Beaucoup de nos héros de Shonen Neketsu sont fortement inspirés de Sangoku, n'en déplaise aux haters. D'innombrables références à Sangoku ou à Dragon Ball sont présentes dans l'animation japonaise et même hors animation japonaise. C'est dire l'impact qu'a eu ce héros sur plusieurs générations. Alors oui, Sangoku n'a pas un passif tragique comme certains personnages, mais il a le mérite d'être un héros accompli. Un héros qui a su évoluer et s'adapter dans un monde cruel et parvenir à ses fins. On peut très bien me dire qu'aujourd'hui, des héros de son genre, il y en a beaucoup. Mais n'oubliez pas, Sangoku est apparu en 1984 et c'est pour cette raison qu'il est considéré comme le papa de certains de nos héros d'aujourd'hui. Malheureusement, Sangoku a été débilisé dans Dragon Ball Super, surtout dans l'adaptation animée. Nous n'avons pas de réelle raison à cela. En revanche, je pense, et cela ne reste que mon avis, qu'ils ont voulu mettre sur le devant de la scène un Sangoku qui est à cheval entre ces deux pics de prime, c'est-à-dire un personnage adulte très fort avec des transformations level up et le petit garçon naïf qu'il était lorsqu'il a marqué les esprits. L'addition d'un adulte avec le mental d'un enfant résulte d'un personnage qui a l'air foncièrement débile. Je pense que la Toei veut toucher un public plus jeune, toucher la nouvelle génération de consommateurs de mangas / animés ou les nouveaux passionnés si tu préfères, mais cela implique le sacrifice de ce personnage emblématique. J'espère avoir réussi à te convaincre que Sangoku n'était pas un personnage sans aucun développement, et encore une fois, chacun a une sensibilité différente face à tel ou tel personnage. Il se peut que dans un manga ou un animé, un tel ou une telle n'ait pas un super gros développement, ni un passé incroyable qui va impacter son présent ainsi que son futur. Mais est-ce que pour autant on peut dire que c'est un personnage totalement nul et ridicule? Non, je ne pense pas. Car chacun a sa sensibilité par rapport à tel ou tel personnage. Encore une fois, j'espère avoir pu mettre en lumière le développement de Sangoku. Si tu n'es pas convaincu par mes arguments, je t'invite à débattre dans les commentaires. N'hésite pas à me rejoindre sur Twitch, le lien est toujours dans la description. Ton meilleur like, ton meilleur partage, et si t'es pas abonné, abonne-toi!